Merci beaucoup de nous regarder ce matin ou ce soir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez justement suivre ce programme qui s'intitule Les jeunes s'interrogent. Nous continuons justement à développer ces types, quatre types de personnalités. On a commencé par les types colériques, on a pris sanguin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ces sujets qui a été abordé, on va dire en partie, parce que même à la maison, vous avez dit, mais on sent que la matière, elle est encore là, avec les types de personnalités à prédominance mélancolique. Mesdames et messieurs, nous recevons ce matin pour vous et pour nous qui sommes sur ce plateau de Gracias Nawesh, parce qu'après il m'a dit, ce que nous disons, Monsieur Kodi, c'est pas que c'est seulement comme ça. Quand moi je suis à la maison, j'essaie de revoir l'émission, je me rends compte que non, c'était important également pour ma propre vie et surtout ma propre vie de couple qui peut-être ça sera pour bientôt. Gracias Nawesh avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Kodi Hassani. La fois passée, on a parlé de types de personnalités appelées mélancoliques à la maison. Beaucoup nous ont écrit, nous ont dit non. On a comme l'impression que la matière est restée assez abondante. Vous partagez le même avis? Oui, effectivement, la matière, elle est assez abondante. Et on n'a pas suffisamment de temps pour épuiser la matière. Non seulement on n'a pas suffisamment de temps pour épuiser la matière, mais aussi on ne connaît pas tout. Donc, vous aussi qui nous regardez, il y a des choses qu'on a oubliées. N'hésitez pas de nous envoyer ça en commentaire. Ils les font d'ailleurs en commentaire, certains les font en PV. C'est comme ça que, en coulisses, vous me disiez même que non, Monsieur Kodi, est-ce que c'est pas important qu'on revienne sur ça parce que vous êtes rendu compte, de par le message qui vous ont été envoyés, il y avait beaucoup d'éléments à dire et à redire sur les types de personnalités appelées mélancoliques. Effectivement, je suis très content, mais vous en faites pas. Vous savez, quand on réalise une émission, on ne se rend pas toujours compte de l'impact. On ne se rend pas toujours compte de l'effet que ça aura sur les téléspectateurs. Mais c'est quand vous nous faites un retour avec le message qu'on se rend compte que c'était vraiment important. Il y a des messages que nous lisons, il y a des préoccupations que vous vous faites. Et effectivement, c'est ça l'essentiel de cette émission. Les jeunes s'interrogent. De la même manière que vous interrogez, c'est de la même manière que nous interrogeons. Et j'aime emprunter le terme de mon jeune Christian Banzé qui dit souvent, vous êtes en train de ressortir des questions qui sont enfouies dans le placard pour le mettre sur la place publique. Donc, des petites questions que tu te poses et tu ne te comprends pas. Des petites questions que tu poses sur ton partenaire et tu ne comprends pas. Des petites réactions, les autres trouvent peut-être que tu es mauvais, soit toi-même tu te trouves que tu es mauvais. Non, c'est une richesse que Dieu t'a donnée. Tu peux exploiter les bons côtés et essayer davantage de bonifier le côté faible. Merci beaucoup de Gracias Nawesh. Je crois que pour vous qui êtes à la maison, comme il a dit, nous ne sommes pas des professeurs ici. On échange, on parle sur des questions qui nous inquiètent, nous jeunes, parce que lui également, il est jeune, moi je suis jeune. Et quelqu'un m'a dit, on aime votre style d'habillement, vous venez parfois en t-shirt, vous venez parfois en ceci, en cela. C'est justement pour vous communiquer de par notre apparence que nous sommes des jeunes, nous ne connaissons pas tout, on se pose des questions et on essaie nous-mêmes de répondre parce que comme M. Deo l'a dit, nous manquons des repères, nous n'en avons pas. Parfois les parents sont au boulot le matin, ils sont parfois en train de chercher du pain et le fait d'être tout le temps sur le terrain pour subvenir à nos besoins, nous sommes exposés à l'éducation des filles. C'est comme ça que ce programme est venu justement pour vous permettre d'avoir un peu d'éléments comme ça, on oriente, on organise, on harmonise, on a une direction un peu plus propre que celle que nous suivions justement avant ce programme. On ne dit pas on connaît tout, mais c'est plutôt cette pierre qu'on apporte à l'édifice pour justement la bonne image de la maison qui est la jeunesse. La fois passée, on a parlé de perfection, voilà, de Gracias Nawesh. On a aussi exploité l'aspect selon lequel les types de personnalités mélancoliques étaient un peu du genre à repousser les critiques. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres éléments qu'on va exploiter ce matin. Oui, les types de personnalités mélancoliques, non seulement non qu'elles repoussent le critique, elles veulent qu'elles soient critiquées, mais elles sont
très sensible, préoccupé par les critiques. Ça veut dire quand tu lui dis bien habillé, il dit oh, ok, il trouve que tu le flattes. Tu le flattes. Non, tu le flattes. Non. Mais quand tu viens, tu lui dis que ton polo là que tu as mis, je ne pense pas que... Il va prendre ça au premier degré et se torturer avec. Ce sont des gens qui ont un sens d'autocritique élevé. Ils s'autocritiquent eux-mêmes. S'il est marié, il peut revenir sur sa femme, se décharger de la critique qui lui a été faite en cours de route au sujet du polo. Ce sont des gens, au fait, qui ne sont pas du genre à doiter d'abord les autres, mais ils se doivent eux-mêmes. En se disant peut-être que je devais faire attention. Je devais faire très attention. Et il vous demande d'être trop exigeant comme lui. Il trouve que vous êtes distrait. Il fallait être un peu trop exigeant. Ça veut dire, ils accusent moins les autres. Ils s'accusent plus eux-mêmes. Et à des fois, ils prennent même les fautes des autres. Ils se chargent des fautes des autres. Mais le fait d'être peut-être, vous voyez, comme vous l'avez dit, un polo pas bien repassé où il y a une tache d'huile. Bon, c'est pas lui qui a préparé les habits, c'est plutôt sa femme. Mais après, quand vous lui faites une telle remarque, par rapport à ce que vous avez dit, c'est des personnes très affectives aux remarques, ne va-t-il pas se décharger sur sa femme? C'est vrai, il se condamne, mais après, il peut dire à sa femme, mais tu aurais pu veiller. Ouais. Ils sont exigeants envers eux-mêmes, mais aussi exigeants envers les autres. Pas exigeants, mais très exigeants. Très exigeants. Très exigeants envers eux-mêmes et très exigeants envers les autres. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons dit, ils placent la barre très haute. Et du coup, comme vous l'avez dit, dans une entreprise, ça peut créer des malentendus avec des collaborateurs. Oui, ça, non, créer des malentendus avec les collaborateurs, mais ça ennuie. Mais en dehors d'ennuyer, je vous assure que cette façon de faire lance des défis. Donc, ce sont des gens qui se fixent des défis. Ils aiment les défis. Ils aiment se défier. Ils aiment faire mieux qu'avant. Ils aiment faire mieux que la fois passée. Ils aiment faire mieux que les autres. Parfois, il peut venir avec quelque chose que, après, quand il vous la raconte, vous vous dites, ce type est fou, il est comment? Ouais, puisqu'à des fois, intérieur qu'il est, il rumine un peu, il voit, il vous présente l'idée. Dites, est-ce que vraiment il a la tête sur ses épaules? Ou bien il est tombé de l'arbre, il a commencé par mettre la tête par terre, alors il ne réfléchit plus bien. Alors, mais quand vous le suivez, vous verrez que c'est quelqu'un qui vous booste. Il vous motive. Il vous challenge. Donc, il vous donne de nouveaux défis. Oui, c'est bien, mais allons-y. C'est bien, mais allons-y. C'est bien. Alors, si vous avez un tel leader, je vous assure, au bout d'un temps, vous serez meilleur. Parce qu'il crée en vous l'idée d'être toujours parfait, de s'améliorer. Toujours meilleur. Mais ce qui ennuie, c'est qu'à la fin, vous vous rendez compte, même quand vous êtes amélioré, comme l'avons dit la fois passée, vous vous rendez compte que lui trouve toujours qu'il y a des choses qui manquent. Des choses qui manquent. Et quand vous lui posez des fois des questions, qu'est-ce qui manque? Il dit, bon, je ne sais pas très bien, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça ennuie. Mais aimant des défis, il y a aussi un problème qui s'est créé. Le problème qui s'est créé, c'est qu'ils réagissent mal quand les choses tournent mal. C'est lui qui a voulu mieux faire. Mais si à la fin ça a tourné que ça n'a pas été tel que lui l'avait planifié, il va trop stresser. Puisque ne vous en faites pas, quand vous travaillez avec une personne de tempérament mélancolique, quand vous avez un projet, il se préoccupe plus que les autres. Il prend ça à cœur. C'est comme ça que dans ses qualités, nous avons dit que c'est quelqu'un qui était fiable. Parce qu'il prend ça avec son cœur. Il est trop préoccupé que vous tous. Il veut se rassurer si vraiment vous êtes attentionné. Des fois, il se pose des questions. Est-ce que vraiment vous êtes sur le même sonde? Est-ce que vraiment vous ressentez la même chose? Et il stresse trop. Et je vous assure qu'à un certain moment dans la vie, c'est pas beau de stresser trop. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais le fait aussi qu'il soit concentré à quelque chose à fond, dans une relation, les femmes se plaignent que voilà, tu n'es pas attentionné, tout ça. Est-ce que ça peut ravir le côté attentionné qu'il a
vis-à-vis d'un partenaire ou vis-à-vis d'une partenaire, parce que lui, quand il a un projet, toute sa tête, son esprit, sa conscience, c'est dans ça. Ouais, il se fait que ces déséquilibres-là risquent d'avoir des conséquences sur les relations. Imaginez-vous que vous avez un mari écrivain. Quand il se plonge dans ses livres, il oublie même qu'il est marié. Quand il se plonge dans son écriture, il oublie même qu'il est marié. Quand il se plonge dans sa sculpture, il oublie même qu'il est marié. Vous sentez qu'il aime plus sa profession que les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est un déséquilibre. Il passe tout son temps à table en train d'écrire son livre, tout ça. J'ai même suivi une fois le film d'un philosophe, Galilée. Sa femme s'est rendue compte à la fin que il était plus amoureux de la science que de sa femme. Alors, ça, c'est un manque d'équilibre. Puisque, ici, nous sommes en train de parler des jeunes qui n'ont pas de repères. Et pourtant, en parlant des jeunes qui n'ont pas de repères, ça veut dire le premier repère, le premier leader devait être le parent. Et pourtant, tous les bagages que les parents ont reçus, ils l'ont reçu de leurs parents. Et leurs parents l'ont reçu de leurs parents. Ce qui fait que les bons parents ne donnent que ce qu'ils ont. Pas plus que ça. Et imaginez-vous que on n'a pas assez de bagages quand on entre dans une relation pour devenir un modèle pour les autres. Puisque le mariage n'est pas d'abord un truc où vous entrez pour vous satisfaire, mais c'est d'abord un truc où vous entrez puisque vous devez procréer. Vous devez procréer. Ça, c'est l'Africain. Ah oui, c'est l'Africain. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est l'Africain. Vous devez procréer. Et quand vous procréez, vous ne procréez pas. Donc, l'éducation des enfants ne suffit pas seulement, on les paye les beignets. Oui, c'est bien. Les payer les habits, c'est bien. Les envoyer à l'école, c'est bien. Les amener au resto, c'est bien. Mais au-delà de tout ça, investir dans leur éducation. Et l'investissement humain n'est pas seulement lié au fait d'acheter les habits, tout ça. Il y a également l'éducation. Écoutez, je trouve d'ailleurs beaucoup de parents qui ont leur enfant depuis le premier jour jusqu'à l'âge de 5-10 ans et ils reprochent à cet enfant qu'il est mal poli puisqu'on ne l'a pas pris à l'école. J'entends souvent, est-ce que c'est ce que ton enseignant t'a appris? Ton enseignant t'a appris que c'est comme ça qu'on répond. L'enseignant n'a reçu cet enfant qu'à 5 ans. Vous l'avez depuis le bas âge, de 0 jusqu'à 5 ans, il était avec vous. Ça veut dire la personne qu'on devait reprocher de l'éducation de cet enfant, ce n'est pas l'enseignant, c'est vous. Et les autres rejettent ça sur l'église. C'est comme ça qu'on t'apprend dans votre église. Et il y a même d'autres qui vont dire au pasteur, pasteur, regarde tes fidèles. Ce pasteur n'a reçu ses fidèles que l'année passée ou l'année antérieure. Celui qui avait ses fidèles pendant tout ce temps, c'est les parents. C'est pourquoi nous insistons que le parent est la référence. On fait parfois la confusion. À la maison, c'est l'éducation. À l'école, c'est l'instruction. Ouais. On fait la confusion sur cette question-là. Et même l'instruction de l'école, elle doit être complétée à la maison. Elle doit être complétée à la maison. Il y a des parents qui disent, oh, je ne comprends pas, vous les enfants, vous n'êtes pas intelligents, vous avez échoué. On frappe les enfants à la fin de l'année puisqu'ils n'ont pas eu de bonnes notes. Mais c'est insensé. Donc, papa, tu veux me dire que tu es surpris que cet enfant n'a pas eu de bonnes notes? Ça signifie que tu as été irresponsable. Tu n'as pas eu le temps de vérifier dans ce cahier. Tu devais vérifier ses notes au courant des périodes. Si on ouvre une parenthèse sur cette question-là, parce que ce n'est pas la matière du jour, mais après, quand vous regardez, c'est que les parents sont tout le temps à la chasse du mieux vivre. Le matin, le soir, il y en a même avec le travail des Chinois ici, les parents partent, surtout les papas, comme celui-là, le maître pratiquement de tout. Quand il est en voyage, c'est parfois 25 jours en brousse, 5 jours à la maison, il faut se reposer, tout ça, mais ça a de l'impact. Qu'à cela ne tienne, M. Kodi, vous verrez que dans l'organisation du travail, il y a le psy qui interviennent. Ils interviennent dans l'organisation du travail. Dans un premier temps, quand nous étions dans un monde socialiste, où on prenait la vie sociale, la vie de la famille, vous verrez que tout le mining avait à côté des camps. C'est comme ça que nous avons
beaucoup d'entreprises qui avaient le camp des travailleurs. À côté d'une école, d'un internat, vous trouvez le camp des professeurs. À côté d'une université, vous trouvez le camp des professeurs. À côté, par exemple, ici chez nous, de la Générale des carrières et des mines, vous trouvez, il y a de camps des travailleurs. Il y a toute une ville qui est construite pour les travailleurs, puisqu'on privilégie la vie en famille. Mais actuellement, nous sommes dans un monde capitaliste. Nous sommes dans un monde capitaliste où vous vivez ici et vous travaillez à 2000 km. Vous êtes obligé d'y aller et de rentrer des jours où on vous libère. Mais ce qui m'étonne, c'est que le temps qu'on nous laisse de repos, c'est un temps qu'on doit exploiter en famille. Suffisamment. Mais par contre, vous trouvez papa, bon, il arrive, il n'a pas le temps avec les enfants. Soit il est sur son téléphone, soit il est avec les amis, soit il revient toujours ivre. C'est très mou, c'est un peu. Et ça, il ne faut pas demain blâmer l'entrepreneur, il ne faut pas demain blâmer l'église, il ne faut pas demain blâmer l'école pour le manque d'éducation de votre enfant. Ça veut dire qu'il faut privilégier les temps de qualité, puisque actuellement, vous savez, jadis, il y a même la femme ne travaillait pas, que les femmes ne prennent pas sa main. Ici, chez nous, la femme travaillait à la maison. Elle ne travaille pas dans des entreprises. J'ai rectifié un peu là. Elle travaillait à la maison. Pourquoi? Puisque la femme servait d'amortisseur. Quand l'homme était stressé au travail, quand il était dépassé, quand il avait la pression du travail, merci beaucoup. Quand il rentre à la maison, il reste à côté de sa femme, de ses enfants. La femme servait d'amortisseur. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? La femme a la pression au travail, l'homme a la pression au travail et les deux rentrent. Et vous verrez que cela a une grande conséquence sur la longévité des couples. Tout le temps, les nerfs sont tendus. Ouais, c'est comme ça que les gens divorcent facilement. Pourquoi? Puisque les deux, nous travaillons. Le bon côté, c'est que quand nous travaillons, nous gagnons beaucoup. Le bon côté, quand nous travaillons, c'est que quand l'un tombe malade, l'autre peut les relever. Quand l'un chute, l'autre peut les relever. Quand l'un meurt, l'autre peut continuer avec la famille. Mais le mauvais côté, c'est que ça affecte la longévité des couples. Pourquoi? Puisque la femme vit sous pression, l'homme vit sous pression. Et ce qui fait que quand vous rentrez à la maison, bon, le choc n'est pas intéressant. Et si vous ne prenez pas le temps de vous connaître pour offrir le minimum de temps de qualité quand vous rentrez du travail, quand vous avez une journée, puis les autres ont 3 jours, une journée en route, une seule journée pleine à la maison et l'autre journée au retour du travail. Mais la seule journée où tu dois être à la maison, est-ce que tu as le temps de regarder les cahiers des enfants? Est-ce que tu as le temps de manger avec les enfants? Puisque je me rappelle que c'est quand on mangeait avec les parents qui nous disaient on ne mange pas la bouche grandement ouverte. On ne parle pas avec la nourriture dans la bouche. Tu n'as pas le temps de manger avec les enfants. Quand est-ce que tu sauras qu'ils parlent avec la nourriture dans la bouche? Quand est-ce que tu sauras qu'ils mangent la bouche grandement ouverte? Et d'ailleurs, moi, je pense que M. D, on reviendra sur ces éléments-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très, très importantes qu'il faut développer. Mais aussi, moi, je me pose des questions. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas trop... On parlera de la fidélité parce que si, justement, vous rentrez pour 5 jours de repos, alors qu'en réalité, vous avez 2-3 bureaux à gérer tout ça, c'est difficile de rester à la maison pendant ces 3 ou 4, 5 jours de repos parce qu'il faut toujours répondre à quelques appels de tout ça. En fait, on va parler, c'est une matière très, très large, longue et qu'on va prochainement essayer d'en découdre. Mais une personne telle que nous le disions, mélancolique, de type mélancolique, qui, parce que tout est parti du fait que nous disions qu'il serait très concentré, tellement qu'il est concentré. À la maison, il y aura des plaintes, de ceci, de cela, tout ça. Vous avez d'ailleurs admis que c'est faisable, que quelqu'un qui soit concentré, surtout s'il est à prédominance mélancolique, qu'il soit beaucoup plus concentré et qu'à la maison ou encore avec le partenaire, qui ne soit pas du tout intéressé ou, par rapport à sa concentration, tout ça. Mais que doit faire un partenaire? Ça, c'est une question que je vous pose. Qui sait que mon partenaire ou ma partenaire ici
est du type mélancolique, surtout par rapport à cette situation, quand elle est concentrée à quelque chose, je ne dois pas en faire un problème parce que souvent, c'est ça le problème, le manque d'attention. C'est une source de tension d'abord du côté de la personne qui se reconnaît, puisqu'il y a des personnes qui sont mélancoliques sans se reconnaître. Ça, c'est le problème. Tu es de tempérament mélancolique et tu ne te reconnais pas. Ça, c'est trop grave. Mais nous faisons ces émissions pour que vous reconnaissiez. Et quand vous reconnaissez, ça vous permet d'équilibrer. Ça veut dire, on doit se fixer des rites, on doit se fixer des traditions telles que quand nous arrivons à la maison, on laisse le travail à l'extérieur. On vit pleinement la vie du couple. Ça veut dire programmer, savoir qu'il y a un temps pour tout. Moi, j'appelle ça avoir des bonnes habitudes. Tu connais que ton mari est de ce type-là. Dès qu'il arrive à la maison, débarrasse-le de sa machine. Monsieur, on doit vivre maintenant d'abord la vie de la maison, puisqu'à la maison, on n'a pas besoin de l'ingénieur. À la maison, on n'a pas besoin du pasteur. À la maison, on n'a pas besoin du musicien. À la maison, nous avons besoin de notre papa. Dans les couples, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de mon mari. Encore, il faut que l'homme puisse avoir un sens d'écoute très élevé. Parce que s'il ne l'est pas... Puisque si vous n'êtes pas équilibré sur ce plan-là, la première, c'est que vous travaillez à l'autodestruction de votre propre couple. La deuxième, c'est que vous travaillez à l'autodestruction de votre propre famille. Je sais, vous visez haut, vous voulez finir premier, vous voulez finir excellent, puisque vous avez cette personnalité mélancolique. Vous voulez être le meilleur. Vous serez effectivement meilleur, vous serez effectivement grand, vous serez effectivement excellent, mais avec l'éducation des enfants ratée. C'est comme ça qu'on a des grands pasteurs, grands musiciens, mais avec des enfants ratés. Or, on vieillit. Je pense à M. Deo. On vieillit. Mais si on n'a pas bien préparé sa base, qui est ses enfants ou qui sont ses enfants, je crois que vous n'assurez pas votre vieillesse. Ah oui, ça d'abord, il faut aussi essayer un peu de rectifier, puisque je sais qu'il y a une très mauvaise idée que beaucoup de parents se font. Au fait, les parents nous payent les études puisque c'est leur devoir. Cher papa, c'est ton devoir de me payer les études. C'est ton devoir de me nourrir. Un investissement humain qu'on appelle. Non. Il ne faut pas confondre. C'est pas tout à fait un investissement. Pourquoi? Puisque tu dois, c'est aux parents de préparer l'héritage pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Ne m'oblige pas, c'est que moi, je prépare ta vieillesse. Non, prépare ta vieillesse toi-même. Moi aussi, j'ai le devoir de préparer la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Vous êtes extrémiste. Pas extrémiste. Puisque aujourd'hui, on s'est dit... Avec ces discours, ça ne passe pas avec les parents qui vont nous écouter. Non, on doit être clair. Oh non, je te paye les études. Tu m'as payé les études, c'était ça ton devoir. C'était ça ton devoir. Ce n'est pas une dette. C'est un devoir. Et moi aussi, j'ai le devoir envers mes enfants. Et vous verrez que ce n'est pas aux enfants de pourvoir pour les parents, mais c'est aux parents de pourvoir pour leurs enfants. Et d'ailleurs, ceux qui lisent les Saintes Écritures, vous savez que l'Écriture dit qu'un homme de bien laisse l'héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Et vous trouverez même Paul qui dit que ce n'est pas aux enfants de pourvoir aux besoins de leurs parents, mais c'est aux parents. Mais est-il donné que toi aussi, ton papa n'a pas assez de moyens comme toi, tu as le devoir de les nourrir, tu as le devoir de les prendre en charge. Mais les parents, j'aimerais que vous enleviez ça dans votre tête. Parce qu'après, on a des problèmes très sérieux sur cette question. Tout ce qu'il faut faire, c'est préparer à ce que ces enfants continuent très bien ce que vous avez commencé. Qu'ils soient à la hauteur du travail que vous avez fait. Même si au Congo, on sait que c'est pas facile, hein. C'est pas facile que, voilà, qu'il y ait une préparation comme ça, parce qu'au Congo, la vie, c'est... C'est la raison pour laquelle nous faisons ces émissions. Préparer quelqu'un, c'est pas seulement lui donner l'argent. Préparer quelqu'un, c'est pas seulement lui laisser une maison. Un enfant à qui on a laissé une maison et qu'on n'a pas éduqué, c'est un problème. Ces enfants-là vont s'entretuer pour cette maison. Mais la grande héritage qu'on peut laisser à un enfant, c'est ce qu'il connaisse, le vrai Dieu, et qu'il soit bien instruit. Si votre enfant connaît Dieu et il est éduqué, instruit, sachez que même si vous l'avez laissé
sans maison, sans héritage, sans quoi que ce soit, sachez qu'il va rebondir. Mais un enfant à qui on a laissé tout et qu'on n'a pas instruit et qu'on n'a pas montré les chemins de Dieu, sachez que c'est un danger permanent. Là, vous parlez comme Patrice Ngoï Moussoko, qui a dit que tu peux laisser tout à l'enfant, mais s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'est pas bien éduqué, s'il n'est pas instruit, c'est que tu n'as rien fait, parce que toutes ces maisons seront emportées justement par une vie, tout ça. En fait, Monsieur de Grâce Asnawa, je crois, il nous reste quelques minutes. Parlons maintenant de l'autre élément que vous avez encore observé selon les études faites de personnes de type à prédominance mélancolique. Oui, l'autre élément qu'on a observé, c'est aussi ce sont des personnes rancunières. Ah bon? Oui, tellement qu'elles sont intérieures. Quand tu l'as blessé, le temps qu'il passe à réfléchir sur la question, d'abord quand tu l'as critiqué négativement ou bien quand tu affiches un comportement négatif, il se renferme. Et il ne rumine pas contre toi, mais il s'autoflagelle. Et en s'autoflagellant, ça risque de créer la rancune. Mais aussi, cette façon de réfléchir trop sur les projets depuis que tu as commencé sans te décider, ça fait assez que le mélancolique tombe dans la paresse. Il ne veut pas des fois s'engager dans le travail s'il reste le plus longtemps possible à réfléchir. Mon cher, ne réfléchis pas trop. Tu as étudié, tu n'as pas de travail, bien sûr. Tu ne vas pas manger les diplômes. Ça veut dire que tu peux mettre ton diplôme à côté au lieu de réfléchir qu'est-ce qu'il faut. Pendant que tu réfléchis qu'est-ce qu'il faut, fais quelque chose de pratique pour prendre en charge ta maison. Puisque tu n'attendras jamais que ce gouvernement devienne parfait. Même si on te mettait toi-même au gouvernement, du fait que tu es mélancolique, d'ailleurs, tu n'accepteras pas que tu deviennes parfait. Alors, tu peux te débrouiller avec le moyen de bord. Tu n'auras jamais une femme parfaite. Tu n'auras jamais un homme parfait, sinon tu iras de rupture en rupture des relations. La fille d'autrui va vieillir. Ça fait très longtemps, frère, que tu es en relation avec cette fille. Tu ne fais que l'étudier. Ça devient un livre, ça devient une science. Qu'est-ce qu'il y a avec la fille d'autrui? Décide-toi. Et souvent, des gens comme ça, ils finissent par faire des très mauvais choix. Ouais. Ils finissent par faire de très mauvais choix. Pourquoi? Puisque finalement, ça sera d'abord un problème. Oh non, j'ai pas assez de moyens. Le comportement de cette fille ne me convient pas. Je ne sais pas si elle va changer. Est-ce que vraiment je serai à la hauteur de prendre en charge une famille? J'attends à ce que je réunisse tous les éléments. Et quand vous lui posez la question quel élément, tu ne sauras pas réunir tous les éléments, s'il te plaît. Tu ne sauras pas réunir tous les éléments. Tu ne sauras pas. Fais d'abord le premier pas. Oui, après. Fais d'abord le premier pas. Apprends à décider. Commence, plonge, prends les risques et accepte que ça peut mal tourner. Relève-toi vite et continue. Ne reste pas sur « j'avais essayé, ça n'avait pas marché ». C'est ça le problème des personnes à prédominance mélancolique. Donc, il est trop prudent. Non, ça, j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Ça, j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Mais le sang lui va. Il prend un peu beaucoup de choses. Il prend un peu beaucoup de risques. La vie, a des fois, on ne saura pas calculer tous les paramètres. On ne saura pas maîtriser tous les paramètres. On ne saura pas maîtriser tous les enjeux. Si on a déjà 40, 50%, on peut d'abord avancer et le reste, Dieu seul sait. On doit accepter d'échouer. On doit accepter de commettre les erreurs. Et c'est mieux de commettre les erreurs par toi-même. Apprends de tes erreurs. Permets-toi de commettre une erreur par toi-même. Merci beaucoup, Monsieur Deograj Asnawa. Je crois qu'on a fini maintenant avec sur ce qu'il fallait dire sur des personnes à prédominance mélancolique. On va continuer prochainement, je crois. Dès qu'on finit tout ça, on a quand même un schéma. On va maintenant essayer de faire des combinaisons maintenant pour voir un peu dans quelle mesure il faut clore avec cette étape, parce que nous sommes dans un très long chemin. Après ceci, on va prendre la famille, on parle déjà de la famille,
on va prendre l'église. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois qu'il y a des personnes qui se posent la question à la maison. Maintenant, comme moi je me retrouve que je suis colérique, quel est le bon partenaire pour moi? Comme moi je me retrouve que je suis de tempérament sanguin, quel est le bon partenaire pour moi? Monsieur Douglas Sanaouche, on reviendra pour maintenant essayer de balayer, c'est-à-dire on prend tout ceci, on met dans le même sac et puis on essaye, selon nous, hein, avec justement le concours de tout le monde, voir quelles sont les propositions que nous allons faire pour les mieux vivre ensemble. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas de votre type, vous tombez quelqu'un qui n'est pas... On va vraiment faire cette analyse de cette façon-là. Je crois qu'on a un long chemin. Après ceci, on va justement aborder la question avec les écoles. On va aller avec les églises parce qu'il y a un long chemin qu'on est en train de justement de suivre. Je crois que ça va vous être très utile. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Jean Thioui pour ces très belles prises de vue. Ça permet à ce que tout se passe de la manière la plus meilleure. Et à la maison, vous appréciez ce que nous faisons ici. Merci. À très bientôt. Merci Sur votre chaîne.